que c'est ce goût de fumée, comprendre son origine et surtout comment comprendre comment on le perçoit avec nos sens, bien essayer d'identifier quels sens sont mis en éveil par la fumaison et puis aussi derrière ça, comprendre aussi l'intérêt, sensoriel, culinaire, gastronomique, j'ai envie de dire, de la fumaison, dans sa capacité à apporter une dimension supplémentaire et voir aussi comment on peut réfléchir sur les accords gustatifs, les accords aromatiques qu'on peut avoir avec la fumaison. Donc voilà, donner un spectre un peu de l'événement fumaison à qu'est-ce qu'on fait avec ces produits fumés et comment les mettre en avant et comment réfléchir sur ces produits fumés. On va essayer de se concentrer un petit peu sur le goût fumé. Alors déjà, on parle de goût fumé. Qu'est-ce que c'est le goût fumé? Tout de suite, il faut rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de goût, soyons bien clairs, le goût fumé d'un saumon, par exemple, c'est une dimension qui est quasi exclusivement aromatique. J'entends par là que si vous prenez un saumon fumé, vous vous bûchez le nez. Si on se bouche le nez comme ça, vous n'allez plus sentir du tout l'aspect fumé du poisson. Alors comment ça se passe quand vous allez sentir un objet fumé, que ce soit une branche qu'on ait brûlée ou bien carrément un poisson fumé, il y a des arômes qui vont s'échapper, qui vont monter dans votre nez pour rejoindre le sommet de votre cavité nasale qui se trouve à peu près entre vos deux yeux. Ici, entre vos deux yeux, se trouve le sommet et c'est là qu'on trouve la muqueuse olfactive. Cette muqueuse, c'est là où se trouvent les capteurs qui vont permettre de détecter les molécules qui sont volatiles, qui sont des odeurs. Et ça, c'est une première manière de sentir les arômes. Et on parle d'envoi orthonasal parce que ça va directement du produit jusqu'à notre muqueuse aromatique. Si vous voyez ma flèche ici, on voit que ça arrive directement au sommet. Là, sur cette figure, j'ai fait une coupe sagittale de la personne. Donc, vous reconnaissez ici la cavité nasale, la bouche, bien sûr, et le cerveau. Et donc, c'est vraiment une petite surface toute petite qui se trouve à ce niveau-là. Ce qui est curieux chez l'homme, c'est qu'il y a deux moyens en fait, de stimuler notre perception aromatique via les arômes. C'est soit par le nez, comme quand vous sentez une fleur, mais aussi par la bouche. Et par la bouche, c'est extrêmement important pour l'aspect fumé parce que dès qu'on va mettre le saumon en bouche, on va le mastiquer. Donc, on va réduire en plus petites particules, augmenter la surface de contact des particules avec l'air, donc augmenter la volatilité des arômes. On va aussi le chauffer. Et dès qu'on chauffe, on augmente aussi la volatilité des arômes. Et dès qu'on va avaler ce morceau de saumon qu'on a pulvérisé un petit peu, il va y avoir plein d'arômes qui peuvent passer à l'arrière de la bouche, qui vont remonter et de nouveau stimuler notre perception aromatique. Et ce qui est très curieux, c'est que en fait, ce qui se passe dans la bouche par rapport à la voie orthonasale, donc on parle de voie rétronasale parce que ça passe à l'arrière et de voie orthonasale parce que ça passe par l'avant, ben en voie rétronasale, le goût fumé est beaucoup plus amplifié, beaucoup plus fort. On peut avoir un morceau de saumon qui est vaguement fumé au nez et qui en bouche est explosif du point de vue de la fumée, parce qu'en bouche, justement, il faut retenir le fait qu'il se passe plein de choses. On va augmenter la surface de contact, on va réchauffer l'aliment, on va aussi faire tout ça dans une petite enceinte qui est toute petite, qui est la taille de la cavité nasale, de la cavité buccale par contre. Et donc, le goût fumé va être extrêmement amplifié par la voie rétronasale quand on a le produit en bouche. Donc, c'est vraiment important. Gardons en tête que c'est quand on va mastiquer l'aliment, quand on va le pulvériser, qu'il faut prendre attention vraiment aux notes fumées. Petite note aussi particulière de notre système olfactif, quand vous sentez un objet fumé par le nez, vous allez peut-être remarquer, si vous prenez un objet fumé assez petit et que vous essayez de comparer chacune de vos deux narines, vous observerez qu'il y a une narine qui sent plus l'arôme fumé qu'un autre. Donc faites l'exercice avec, ça peut être qu'est-ce qu'on a comme produit fumé? Ça peut être un saumon fumé par exemple, j'ai pris cet exemple-là, mais prenons un objet fumé comme un whisky tourbé par exemple, qui est aussi un élément qui va être fumé, le malt va être fumé par les fumées de la tourbe. Dès qu'on a un objet fumé un peu particulier, on peut voir que nos deux narines ne se sentent pas de la même manière. Et en fait, à tout moment de la journée, on a une narine qui est plus ouverte et une narine qui est plus fermée. C'est ce qu'on voit ici sur le petit schéma qui est en bas à gauche. On a ici une cavité nasale qui est observée du point de vue coronal. Coronal, ça veut dire une coupe qui est parallèle à ma tête. Et quand on regarde dans ma cavité nasale, il y a toujours une narine qui est plus ouverte et une qui est plus fermée. Vous pouvez faire l'expérience devant vous. Vous prenez votre doigt, vous expirez de l'air par votre nez, comme ça, et vous verrez qu'il y a une narine qui expire beaucoup de l'air d'un côté et une autre narine qui expire beaucoup moins d'air de l'autre côté. Moi, par exemple, j'ai plutôt ma narine gauche qui est ouverte là, à ce moment. Et vous, c'est plutôt narine droite. On pourrait faire un sondage. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous serez interloqué par le fait qu'il y a une narine qui sent plus l'aspect fumé que l'autre. Alors pourquoi on a ce phénomène-là?
là, il faut se pencher un petit peu dans la structure des composés aromatiques de la fumée et peut-être faire un détour par le pays de la parfumerie pour comprendre ça. Pourquoi je fais un détour par la parfumerie? Parce que les parfumeurs, ce sont les experts des odeurs et des arômes. Parfumerie et aromaticiens, je mets tout ça dans la même profession. Et les parfumeurs, vous le savez certainement, ont l'habitude de classer leurs arômes de différentes manières. On parle de notes de tête, de cœur, de fond. Un parfum serait composé de ces différentes notes. Et quand on se plonge un peu dans ces différentes notes, on se rend compte que ce classement de notes correspond en fait à un classement d'évaporation. Les notes de tête sont des notes qui sont à évaporation très rapide. C'est là qu'on retrouve par exemple tous les agrumes, pas mal de fruits, pas mal de plantes. Les notes de cœur vont être des fruits plus mûrs, des fleurs, des notes végétales. Et dans les notes de fond, qui sont elles très persistantes et très lentes à s'évaporer, on retrouve toutes les notes d'épices et toutes les notes boisées fumées justement. Et donc c'est intéressant de voir que quand on fume un poisson, je prends cet exemple-là parce que Nicolas va vous détailler un peu plus ce qu'on fait comme étape. Quand on fume un poisson, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on cumule à des arômes assez directs, des notes de poisson assez directes qui sont plutôt des notes de tête, on ajoute des notes de fond qui sont des notes boisées fumées. Et donc, comme elles sont à évaporation plus lente et persistante, il faut davantage agir sur ces notes-là pour qu'elles puissent s'évaporer. Quand vous avez un parfum que vous le mettez sur la peau, ce qui reste à la fin de la journée, ce sont ces notes de fond. Par exemple, des notes assez musquées, animales. Et bien, c'est pareil pour le fumer, il faut qu'il y ait un événement qui va augmenter l'évaporation un peu de ces molécules-là, parce qu'elles sont un peu persistantes, elles sont un peu lentes à s'évaporer. C'est pour ça que quand vous le sentez avec votre nez, vous allez trouver que c'est pas très fumé, mais quand c'est en bouche, l'intensité fumée va être plus forte parce que vous allez augmenter l'évaporation et gagner dans le goût. Alors, ça c'est important de noter que c'est que l'art de la fumaison, c'est vraiment de cumuler et d'apporter une aromatique complémentaire de notes qui sont déjà préexistantes. C'est vrai pour un saumon, mais pensez aussi par exemple à un vin qui serait fait de notes végétales, agrumes par exemple, végétales, fruitées, et un élevage dans une barrique, vous savez que pour faire une barrique, le bois va être toasté, le bois va être légèrement grillé à la flamme, et ce toastage, on appelle ça ce toastage, va apporter des notes grillées fumées qui vont aussi apporter des éléments aromatiques complémentaires du reste. Donc c'est vraiment un travail de parfumeur. Moi, j'aime beaucoup penser que les cuisiniers, toutes les personnes qui travaillent la fumaison, mais aussi les vignerons, travaillent un peu comme les parfumeurs, peut-être de manière empirique, mais sont là pour apporter des notes complémentaires de celles qui existent déjà dans le produit. Et finalement, augmentent nos perceptions aromatiques. Alors, autre point important, là, vous le voyez ici, si on goûtait un morceau de saumon, par exemple, on aurait des notes très directes qui sont des notes typiques du saumon, le goût de poisson en tant que tel, qui sont très vives et ardentes. Et puis, les notes fumées arriveraient plutôt en fin de bouche. Et plutôt d'ailleurs si on allait en bouche. Donc, ce qui est important, c'est aussi de comprendre que si j'apporte de la fumée et un goût fumé à un aliment, ça peut être un légume, ça peut être une viande, ça peut être un poisson, je vais apporter des notes qui vont être très persistantes en bouche, qui vont durer très longtemps. Et donc, quand on a un objet qui a beaucoup de persistance aromatique, il faut aussi s'assurer que, en plus de cette persistance aromatique du point de vue des arômes, on a aussi une persistance de saveur, par exemple, une persistance de texture. Et là encore, c'est là où le saumon est un bon exemple, parce que le saumon va apporter du gras, qui va apporter beaucoup de longueur en bouche, et aussi une saveur umami. Umami, c'est une saveur qui signale la présence d'acides aminés, de protéines, les notes de bouillon, les notes de sauce soja un petit peu, qu'on retrouve légèrement en termes de saveur dans le poisson fumé, qui a été salé et maturé un petit peu. Ben ça, c'est extrêmement intéressant d'apporter des éléments gustatifs qui vont se cumuler aux éléments aromatiques qu'il y a en bouche. Donc toujours penser que quand on apporte des notes fumées, on apporte beaucoup de persistance à l'objet, et donc il faut essayer de chercher à meubler aussi cette persistance, pas seulement dans les arômes, mais dans les autres couches de texture et de saveur. Et ça, pour le saumon fumé, est un magnifique exemple. Comment on fume les poissons? Ça, Nicolas nous le dira avec plus de détails, mais il faut bien comprendre que la fumaison, c'est l'art d'apporter des composés aromatiques complémentaires, supplémentaires, qui n'existent pas dans le produit initial, et ces produits sont apportés par une combustion partielle de certains bois, qui vont apporter par une fumée, soit froide, soit légèrement chaude, des éléments aromatiques complémentaires. Et cette combustion,
en fonction des bois qu'on va utiliser, on va apporter des produits qui vont avoir des notes différentes. Le goût de fumée, par exemple, il est apporté par des notes qui sont des composés qui appartiennent à la famille des polyphénols, qui sont issus de la dégradation des polyphénols. Et on retrouve, par exemple, des notes de vanille, mais les notes de fumée qui sont apportées par une molécule qui s'appelle le guaiacol. Et puis on peut retrouver aussi des notes qui sont un petit peu épicées, qui sont apportées par des molécules comme le génol, qui a un goût un peu de clou de girofle. Donc on trouve ces composés-là. Et en fait, dans un fumage qui est fait avec un bois de hêtre ou un bois de chêne, par exemple, ce sont les deux grandes espèces qu'on utilise pour fumer le poisson en France. Le hêtre et le chêne se distinguent par une chose importante, c'est que le ratio entre la cellulose et l'hémicellulose, qui sont des constituants des parois des cellules du bois, et d'autres constituants qui sont la lignine, et ainsi que d'autres constituants qui sont riches en polyphénol, ce ratio entre cellulose, hémicellulose et polyphénol, il est beaucoup plus fort chez le hêtre. Le hêtre contient beaucoup plus de cellulose et hémicellulose par rapport au chêne, qui en comporte beaucoup moins, qui comporte davantage de composés qui sont type polyphénol. Et donc, quand on fait une fumaison au bois de hêtre, on va avoir l'impression qu'elle est plus légère, plus subtile, alors qu'une fumaison au bois de hêtre va être plus forte. C'est parce que le bois a des constituants différents. Quand on parle de fumaison, on entend aussi souvent un terme qui est important, c'est la notion de réaction de Maillard. Ça, je suis sûr que tous les auditeurs connaissent bien cette réaction. C'est la réaction qui se passe quand avec un choc thermique, on associe on fabrique des composés issus de la réaction entre des acides aminés et des sucres avec de la température. Bon, l'amicellulose et les celluloses, ce sont des sucres. Ce sont des sucres, des chaînes de sucre. Et donc, dans les processus thermiques de fumage du bois, bah, ces composés-là vont apporter des composés qui ressemblent un peu à des composés qu'on peut retrouver dans la réaction de Maillard, qui vont donner ces notes de viande grillée, de notes toastées, le pain toasté par exemple. Alors que là, on va avoir des notes beaucoup plus épicées, fumées. Et donc vous comprenez bien qu'un fumage au hêtre va être plutôt dominé par des notes grillées, toastées, alors qu'un fumage au chêne va apporter davantage de notes fumées, tourbées, épicées. Donc voilà, comprendre qu'on peut utiliser d'autres espèces. Attention, on pourrait utiliser aussi des sapins, des pins, c'est très rare. En tout cas, dans notre culture, c'est très rare, notamment parce qu'il y a des composés aussi qui peuvent être potentiellement toxiques quand on fume des résineux. Donc souvent, on écarte les résineux parce qu'ils ont des composés dans leur résine qui peuvent être toxiques quand on les libère. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette note fumée, même si on l'apprécie, et Dieu sait que c'est populaire aussi dans notre culture, on consomme beaucoup de poissons fumés en France par exemple. On essaie de comprendre un peu, alors il y a des théories pourquoi on aime autant le goût fumé dans notre culture occidentale et chez l'homme en général. Plusieurs personnes pensent que l'homme s'est développé, on le sait, grâce à la domestication du feu. Et à partir du moment où il a domestiqué le feu dans l'histoire de l'évolution humaine, on observe qu'il a pu cuire sa nourriture et que ce feu a été finalement un élément de protection pour se protéger, un élément qui va augmenter sa capacité à se nourrir et à extraire des nutriments de sa nourriture. Et donc, le feu, pour l'homme, est un élément qui est extrêmement confortable dans son imaginaire. Dès qu'il y a quelque chose de fumé, c'est quelque chose qui apporte du confort, de la sécurité, qui garantit une cuisson. Donc, c'est des arômes qu'on a associés à quelque chose qui est plaisant, alors que la fumée pourrait être quelque chose de potentiellement toxique. Un animal, quand on lui fait sentir une odeur de fumée, pour lui, c'est quelque chose qui est répulsif parce que ça signale le danger. Pour nous, il y a un côté réconfortant qui, et je parle au conditionnel, serait un signal qu'on aurait gardé de toute l'évolution humaine qui signale finalement quelque chose qui a participé à notre survie. Donc pourquoi on aime autant le goût fumé? Oui, c'est vraiment de la spéculation. Cela dit, on se rend compte que c'est un élément qui peut être garant d'accords aromatiques qui peut être intéressant. Je prends le saumon fumé par exemple. Je reviens sur cet élément emblématique du goût fumé. Je prends ça parce que c'est un exemple typique et dès qu'on prend quelqu'un dans la rue, qu'on lui demande de décrire un objet fumé, il va souvent parler d'un saumon fumé. Le saumon fumé, si on analyse tous les composés aromatiques qu'il contient, et en particulier tous les composés aromatiques issus de la fumaison, on va avoir des composés qui existent aussi dans d'autres ingrédients. Et ça, c'est une notion d'accord bien connue en cuisine. Des ingrédients se marient d'autant mieux qu'ils partagent des composés aromatiques communs. Et c'est le cas aussi du saumon fumé. Par exemple, le saumon fumé se marie très bien avec certains ingrédients qui partagent des éléments aromatiques communs. Je prends par exemple ici des éléments qui sont torréfiés, comme le café, le chocolat noir, des cacahuètes grillées, ou certains whiskies
qui vont être un peu fumés de par l'apport des notes fumées par la tourbe pendant le séchage du malt, et bien là, on a des accords intéressants avec des éléments aromatiques qu'il y a dans le saumon. On peut retrouver aussi ça à ce niveau-là, dans le popcorn, dans le riz basmati, dans le pain au levain. On a des éléments aromatiques qui sont beaucoup plus doux, qui sont des notes légèrement grillées, mais un tout petit peu, qui peuvent aussi s'accorder très bien avec le saumon. Il y a des accords très intéressants à faire. Et puis là, ensuite, on peut chercher des choses encore plus un peu intéressantes dans certains accords avec certains légumes qui là vont chercher pas du tout les notes fumées, mais plutôt les notes originelles qu'il y a dans le poisson. Et on peut essayer de chercher aussi des accords intéressants avec le thé. Le thé, vous savez, il y a une réaction dans certains thés, en particulier les thés noirs, on a des réactions d'oxydation qui peuvent apporter des composés qui peuvent être intéressants parce qu'ils s'accordent très bien avec le saumon fumé. Donc, au final, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que la note fumée, c'est donc un élément aromatique supplémentaire, c'est comme un ingrédient, comme une épice supplémentaire qu'on apporte à l'ingrédient, qui va en plus être un garant d'aromatique, certes, mais aussi de protection. Je laisserai Nicolas aller davantage là-dessus, mais c'est plus son travail. Pourquoi on fume les ingrédients, les aliments? C'est parce que la fumée garantit une couverture de surface qui est antiseptique, qui va garantir une protection contre des agents pathogènes, des bactéries, des proliférations de ce type-là. Et donc la fumée peut être un élément qui peut contribuer à la protection au même titre que saler un aliment. Le saumon, il est fumé, il est 2 fois protégé par l'étape de salaison et par l'étape de fumaison, qui va protéger en surface et qui va apporter en surface des composés antiseptiques. Je parle ici de composés qui sont parfois non aromatiques. Il y a certains composés qui peuvent être des composés antiseptiques qu'on n'est pas capable de sentir au goût. Là d'ailleurs, j'attire votre attention sur un point important, c'est que les notes fumées, quand on en met trop, il faut savoir modérer sa consommation d'objets fumés parce que la combustion incomplète du bois apporte des éléments qui peuvent être potentiellement cancérigènes. Donc il faut maîtriser cette fumaison. C'est là tout l'art de l'artisan, de ne pas mettre trop de fumée, de bien contrôler sa fumée, parce qu'à forte dose, en particulier quand on fait brûler certains composés, pensez à votre barbecue que vous allez faire bientôt cet été, quand on fait brûler certaines graisses sur la braise, on a des fumées qui sortent, c'est typiquement ces fumées qui sortent de la combustion des graisses, apportent des composés, certes qui sont aromatiques, mais qui sont extrêmement toxiques quand on en consomme à forte dose. Donc attention à consommer des produits fumés qui ont été bien travaillés et qui n'ont pas été faits non plus de manière sauvage parce qu'à forte dose, on peut s'intoxiquer. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Gardons en tête donc, plusieurs points généraux. Le goût fumé apporte une odeur et un arôme. C'est un composé, c'est une dimension qui est extrêmement intéressante parce qu'elle apporte de la longueur et de la persistance au niveau aromatique qu'il faut savoir meubler et accompagner au niveau du tactile et gustatif. Différentes espèces de bois apportent différents types de composés, des notes plus douces issues de la réaction de Maillard, de la destruction des celluloses, des notes plus épicées, fumées, qui vont être liées à la présence, à la dégradation de la lignine et de composés polyphénoliques. Et puis, cherchons à créer des correspondances pour les accords, mais avec du saumon fumé, chercher des correspondances dans les éléments qui sont en commun dans le saumon fumé, par exemple, parce que c'est ça la garantie d'avoir des accords intéressants et de pas juste consommer le produit pour lui-même, mais d'essayer de le construire et de l'organiser dans un plat, dans plusieurs plats, et réussir à faire un repas complet avec des éléments fumés. C'est souvent un gage d'une créativité parce qu'il faut essayer de trouver des éléments qui s'accordent et qui se marient. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis je serais ravi de répondre à plein de questions que j'ai pu peut-être soulever avec cette première conférence. Merci Gabriel, en tout cas, moi-même j'ai appris pas mal de choses. C'est intéressant parce que du coup ça a mis des mots scientifiques aussi sur des perceptions que l'on a et j'ai pas mal appris également par ton intervention. Donc je suis ravi aussi de pouvoir présenter notre métier qui est maître fumeur en fait pour rapidement expliquer notre société. Donc nous, on est la société des PAP, on fait partie du groupe Petrosian, Petrosian étant l'un des premiers fumeurs en fait en France puisque nous fumons depuis 1935 et nous avons à cœur en fait de réaliser effectivement un fumage comme tu l'as dit Gabriel, harmonieux. Il faut vraiment être dans la douceur parce qu'on l'a bien compris, la fumée c'est aussi un paramètre, un ingrédient comme tu as pu l'évoquer qui doit être subtil aussi et qui doit effectivement participer
pour mettre en valeur un produit. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, lorsqu'on déguste un saumon fumé, il faut qu'on en ait bien entendu la perception de la fumée, c'est ce qu'on recherche, mais aussi que l'on puisse maintenir le goût du saumon. Et c'est pour ça que en fait, j'ai à cœur aussi de vous montrer les différentes étapes de nos fabrications, parce qu'en fait, souvent, on parle de la fumaison en se focalisant bien entendu sur le fait de faire brûler du bois, hein, pour en générer une fumée et ainsi fumer les ingrédients. Mais dans un saumon fumé, et pas que dans un saumon fumé, dans plein d'autres produits fumés, hein, je pense à l'andouillerie, etc., toutes les étapes vont participer grandement à l'appréciation effectivement d'un poisson fumé, et notamment du saumon. Là aussi, je rebondis sur ce que disait Gabriel, c'est qu'effectivement, la perception du fumé, il se fait en de multiples étapes, effectivement olfactives, puis après, effectivement, lors de la dégustation. Et en cela, et d'ailleurs, ce sera marrant de faire la comparaison avec l'explication effectivement de Gabriel, mais par exemple, le fait d'avoir des tranches fines, d'avoir une maturation sur un produit, va participer grandement à l'appréciation gustative. Alors, je vais vous présenter un petit diapo, un diapo qui va vous permettre effectivement de voir les différentes étapes de préparation. Donc, en fait, pour vous expliquer, au niveau de la fumaison, nous, il y a deux écoles au niveau de la fumaison. Concrètement, en fait, sur notre site de production, on a reproduit en fait des fumoirs traditionnels où on n'est ni plus ni moins sur des fours en briques, sur lequel en fait on va allumer un foyer en contrebas et générer une fumée. C'est ce qu'on appelle vraiment un fumoir traditionnel, puisque pour le coup, il n'y a aucune ventilation, il y a ni plus ni moins un phénomène effectivement comme une cheminée que l'on pourrait avoir chez soi, effectivement de fumaison sans mécanisme. Enfin, il y a toute la partie fumaison industrielle, ce que l'on retrouve effectivement chez la plupart des fumeurs en France, où là, on va avoir en fait un mécanisme qui va permettre en fait de ventiler de la fumée à l'intérieur d'une enceinte. Alors, ce que l'on voit effectivement à l'image, là, on voit nos fumoirs traditionnels et on va pouvoir avancer sur les différentes étapes de fabrication. Alors, bien entendu, il y a la partie choix des matières premières. Alors, on parle du nettoyage, donc ça, c'est un point effectivement de traitement du saumon lorsqu'il arrive chez nous. Nous, déjà, un point très important, c'est qu'on reçoit le saumon entier avec la tête, la queue, très important, puisqu'en fin de compte, beaucoup de fumeurs vont utiliser en fait des filets de saumon déjà levés, mais malheureusement, en fait, la texture du saumon va déjà s'affaisser sur elle-même de par effectivement les délais de transport. Donc déjà, le fait de recevoir un saumon entier qui va être traité rapidement, salé dans l'heure qui suit, déjà, ça va participer effectivement à la tenue de la chair du saumon. Et ça, on verra qu'in fine, lors de la dégustation, on ressent, puisque effectivement, la perception des chairs, le côté croquant de la chair et le fait que le gras puisse s'exposer en bouche participent grandement à la qualité de dégustation. On va donc lever à la main l'ensemble de nos filets. Ça aussi, c'est une manière qui nous permet d'éviter en fait d'endommager la chair du saumon, c'est-à-dire que nous, on va lever à la main les filets de telle sorte que jamais on va venir contraindre les chairs. Donc les chairs vont rester bien fermes et derrière, on va procéder enfin au salage. Alors je vais particulièrement m'arrêter sur ce point-là parce que le salage est très important dans un produit fumé. Je parle pour le saumon, mais bien entendu, c'est valable également sur d'autres applications comme le jambon ou autre. Pourquoi? Parce que, comme disait Gabriel, en fait, le salage, c'était aussi un point très important puisque c'est ce qui va nous permettre aussi la conservation, hein, c'est le premier facteur. Donc, l'objectif même du salage, c'est bien entendu le côté bactériostatique, donc, parce qu'il va diminuer en fait la W, donc la disponibilité de l'eau vis-à-vis des micro-organismes, des bactéries. Mais il va avoir un rôle très important pour la fumaison. Pourquoi? Parce que l'idée aussi du sel, c'est de pouvoir venir dégorger le saumon. Et ainsi, on va pouvoir comme ça permettre plus facilement la pénétration de la fumée au cœur de la chair. Et c'est vrai qu'on voit, hein, nous on le sait très bien, c'est qu'un saumon qui est mal salé, en fait, ne fumera pas bien. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'attache vraiment un point important sur cette partie-là, sur le salage, puisque va en dépendre toute l'appréciation effectivement du produit à la fin. Sur le salage, il y a plusieurs écoles. Concrètement, aujourd'hui, chez des gros industriels, on va venir saler un saumon. Alors ce n'est pas très reluisant, mais concrètement, on va procéder par des systèmes d'injection, c'est-à-dire qu'on va prendre un filet de saumon par un système de jeu de seringue. On va venir injecter une saumure à l'intérieur. Alors, bien entendu, vous rentrez 100 kg de saumon,
vous en ressortez 105, vous avez un gain de rendement, une rapidité, mais bien entendu, vous ne faites que diluer aussi le goût du saumon, puisque en fait, vous avez rentré en fait une saumure à l'intérieur de la chair. Et puis bien entendu, vous abîmez encore de plus la chair du saumon. Ça, concrètement, bien entendu, en perception, on le sent rapidement, ça fait un saumon qui a un salage très agressif. Et c'est souvent par ce type de transformation qu'on retrouve aussi dans le commerce des saumons trop salés, trop fumés en perception. Et ce qui a bien souvent invité les Français et les consommateurs à utiliser du jus de citron pour venir casser ce côté un peu trop salé du saumon. Et c'est vrai que c'est fort dommage parce que normalement, le saumon fumé, en tout cas, doit suffire à lui-même. Et concrètement, nous, on dit toujours, avec votre tranche de saumon, la tranche de saumon suffit à elle-même et vous n'avez pas besoin ni de pain, ni de beurre, ni de jus de citron. Consommez-la telle qu'elle. Enfin, vous avez du coup les méthodologies de salage au sel sec. C'est ce que l'on réalise chez nous, on le voit en fait. Donc, on a des opérateurs qui vont venir recouvrir ici un filet de saumon avec une dose de sel qui est vraiment au jugé de l'opérateur, puisqu'il va jauger la dose de sel à apporter en fonction de la taille du saumon. Là aussi, deux écoles. Vous allez avoir des personnes qui vont réaliser un salage avec du sel fin. La problématique du sel fin, c'est qu'on est on va avoir une pénétration beaucoup plus rapide qui a tendance à donner un côté assez agressif. Gustativement, concrètement, on sent un côté très salé, des fois en bouche. Alors que pour notre part, on va utiliser donc du gros sel marin pour le coup, parce qu'il faut s'imaginer que le sel fin, bien souvent, est issu du sel de mine, donc avec un petit peu moins d'apport aussi qu'un gros sel qui, lui, va être un gros sel marin. Alors, il existe certes du sel fin, mais généralement, c'est du gros sel qui a été moulu. Mais en fait, vous avez donc le gros sel marin qui, lui, a pour avantage de fondre doucement sur la chair de saumon. On parle également de maturation derrière, parce qu'une fois qu'on est venu saler en surface du saumon, il va falloir laisser aussi le temps nécessaire pour qu'il puisse y avoir effectivement le phénomène d'osmose qui puisse se réaliser. Concrètement, on va, nous, pour notre part, attendre près de 24 heures, le temps nécessaire pour que effectivement le sel puisse pénétrer lentement à cœur du saumon. L'idée, c'est qu'effectivement, on ait véritablement une belle répartition en fait du sel au cœur de la chair et qu'en tout point du saumon, on puisse effectivement avoir le même dosage de sel, puisque comme je vous le répète, un acteur qui va venir saler avec du sel fin, souvent c'est très agressif et on va retrouver effectivement des discordances de salage au cœur du filet. Une fois que le saumon a été maturé après salage, il va persister encore des grains de gros sel. On va venir retirer en fait ce gros sel par un jet d'eau. On va venir retirer le sel qui n'aura pas fondu. Concrètement, on pourrait se poser la question, mais quel est l'intérêt de remettre de l'eau par-dessus, sachant que derrière, l'objectif, c'est quand même de dégorger le saumon. Il faut s'imaginer que ça ne sera juste qu'une eau de surface. Donc concrètement, avant la fumaison, on passera systématiquement par une étape de séchage. Pour notre part, il est important aussi que les saumons puissent être suspendus avant l'étape de fumaison. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut pouvoir suspendre les saumons de telle sorte qu'effectivement les chairs puissent s'étirer et que lorsqu'on va avoir effectivement la fumée qui va se répartir dans le fumoir, qu'on ait une bonne circulation de la fumée entre chaque filet. C'est pour ça qu'en fait, systématiquement, nous, on vient suspendre nos filets et on va venir donc sécher nos saumons dans un premier temps. L'étape de séchage, c'est aussi une étape clé chez nous parce que concrètement, elle va participer elle-même à la conservation du saumon, puisque en fait, c'est ce qui va permettre effectivement, là aussi, on continue à diminuer la W, donc la disponibilité de l'eau vis-à-vis des bactéries. Mais en fait, c'est surtout ce qui va permettre de préparer le saumon à l'admission effectivement de la fumée, parce que comme je vous l'ai dit, effectivement, l'eau fait barrière à la fumée. Un point important, c'est aussi une étape sur laquelle il faut être très vigilant, parce qu'en fait, il ne faut pas trop sécher, parce que sinon, vous allez former une croûte en surface du saumon. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez formé une croûte, concrètement, à cœur, vous restez relativement humide, et en fait, vous n'avez pas votre taux d'humidité suffisamment bas, et en fait, vous avez créé ni plus ni moins une croûte, et même derrière, lorsque vous allez fumer en surface sans venir
fumée à cœur. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant sur cette étape. C'est une étape sur laquelle on prend beaucoup de temps. Hein. Concrètement, effectivement, pour résumer effectivement l'ensemble des étapes, concrètement, il faut savoir prendre le temps pour faire un bon produit fumé. Pour résumer, chez nous, c'est au moins 1 semaine et demie, là où un industriel peut sortir un saumon fumé en l'espace de 2 jours seulement. Une fois que le saumon a été séché, on va enfin pouvoir procéder à sa fumaison. Et là, je rejoins effectivement les explications de Gabriel sur notamment les types de bois qui sont utilisés. Alors, pour notre part, on va utiliser, nous, du bois de hêtre. Et c'est très intéressant, effectivement. J'ai appris moi-même pas mal de choses avec ton intervention, Gabriel. C'est vrai que sur le marché, il y a le hêtre et puis le chêne qui sont 2 essences de bois très employées. Le hêtre, effectivement, est une essence de bois qui est très douce, très légère. C'est pour ça que nous, effectivement, on préfère recourir à cette essence de bois parce que notre objectif pour nous, c'est de ne pas masquer le goût du saumon. Et il faut que lorsque l'on déguste un saumon fumé de chez nous, on puisse avoir bien entendu le goût du saumon et cette note, effectivement, note de fond de fumée. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important. Là où souvent, sur d'autres fumaisons, on va avoir des produits très forts, très marqués fumés, et finalement, on en perd le goût d'origine du saumon. Et c'est vrai que le chêne, en fait, beaucoup vont faire des associations. Ils vont rarement mettre, par exemple, du chêne pur parce qu'effectivement, ce serait très puissant. Certaines marques vont effectivement faire des combinaisons entre du bois de hêtre et du chêne. Et après, ça va être culturel. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on aime bien une fumaison relativement douce. En Angleterre, c'est également le cas. Mais par exemple, si je prends nos confrères allemands, les Allemands et les Scandinaves aiment bien une fumaison plus marquée. Donc, par exemple, les Allemands ont tendance à fumer avec du chêne, voire même effectivement avec du sapin, mais là, qui est très, très, très… Enfin, il faut être en vigilance sur l'utilisation du sapin parce que concrètement, effectivement, comme l'expliquait Gabriel, il peut y avoir effectivement des résidus qui sont formés lors de la fumaison et qui peuvent être potentiellement cancérigènes et nuisibles. Ça sent le sapin, quoi. Voilà, c'est ça. Une fois que la fumaison… Alors nous, donc on va initier un foyer et il ne faut pas imaginer tout de suite le foyer de fumée, le feu, on va générer un foyer, mais il ne faut pas s'imaginer justement qu'on va faire un brasier. Pourquoi? Parce que, alors là, je vais parler spécifiquement du saumon. Un saumon, il faut s'imaginer qu'à partir de 28 degrés et au-delà, il va commencer à cuire. Concrètement, en fait, vous avez les nervures blanches que l'on peut voir sur un filet de saumon, c'est ce que l'on appelle les myomères. Et les myomères vont commencer à fondre. Pour nous, par exemple, toute notre vigilance va être de faire en sorte qu'on ne dépasse jamais les 30 degrés à l'intérieur de notre fumoir. Autrement, en fait, les myomères commencent à fondre et en fait, le risque, c'est que le saumon puisse se détacher. Et à ce moment-là, effectivement, de toute façon, la chair n'est plus adéquate à la consommation. C'est pour ça que d'ailleurs, sur un saumon fumé tel qu'on le consomme aujourd'hui en majorité en France, on parle de fumaison à froid. Et pourquoi? Parce qu'on va venir fumer entre 24 et 28 degrés. Alors pourquoi 24? On aurait pu très bien le fumer potentiellement entre 0 et 20 degrés, pourquoi pas, en termes de conservation. À ceci près, c'est qu'il faut aussi pouvoir détendre les chairs. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage de remonter en température à 24 degrés, c'est qu'on laisse les chairs se détendre pour pouvoir permettre l'admission de fumée à l'intérieur. Une fois la fumaison terminée, sachant que chez nous, on est sur une fumaison lente, on n'est ni plus ni moins comme un feu de cheminée, hein. On va être sur des fumaisons de près de 36 à 48 heures. Une fois cette fumaison terminée, on va passer à l'étape de maturation. Et c'est aussi une des étapes très importantes et souvent, je vais revenir en arrière, bien souvent oubliée des acteurs en fumaison, parce que bien entendu, on essaie toujours d'aller plus vite que ce qu'il ne le faut. Concrètement, une fois que le saumon est fumé, si je prends mon couteau de tranchage et que j'en coupe une tranche, au cœur de la tranche, il y aura toujours une partie qui sera crue et en sel et en fumée. Il faut encore au minimum 3 à 4 jours de maturation en chambre froide. Là, pour le coup, par contre, on redescend le saumon en température puisqu'on va le ramener à une température de 4 degrés. Il faut au minimum ce temps-là pour qu'effectivement le phénomène d'osmose puisse se continuer et qu'on puisse effectivement avoir une bonne homogénéité de salage et de fumaison au cœur de nos filets. Enfin, et ça va participer grandement aussi
à la qualité de la dégustation. Comme l'indiquait Gabriel, il y a le fait de la mâche qui est très importante lors de la dégustation d'un saumon. Et pour nous, on a fait le choix de maintenir un savoir-faire qui nous est propre depuis les années 1930 et qui est aujourd'hui maintenu chez nous, c'est le tranchage à la main. Pourquoi? Parce que en fait, il y a plusieurs écoles, hein, bien entendu, vous avez des tranchages mécanisés qui peuvent être réalisés. À ceci près, c'est que souvent, en fait, vous utilisez un jeu de double lame avec des lames crantées et dentelées. Et en fait, les machines ont tendance à déchiqueter les chairs plus qu'à les couper. Et lorsque on passe un filet de saumon dans une machine, le problème, c'est qu'on va venir faire ressortir le gras. Or, le gras, c'est aussi c'est le goût. Et concrètement, nous, en fait, on fait le choix de trancher avec un long couteau que vous pouvez voir ici sur la diapo, donc manuellement. Donc, bien entendu, le fait d'être sur un geste manuel, on va être sur un geste lent et qui va permettre en fait d'obtenir une tranche non seulement longue, mais d'une très grande finesse. Alors, je ne sais pas si on peut voir, si on va pouvoir voir après, je vais vous montrer effectivement un exemple d'assiette que j'ai préparé où on voit effectivement une tranche de saumon. Concrètement, on voit par transparence. Et on peut voir effectivement, même sur le côté d'une tranche de saumon, les ondulations qui sont aussi la signature de la personne qui tranche, puisque en fait, ça correspond effectivement à son rythme de tranchage. D'un saumon qui a été tranché mécaniquement et d'un saumon tranché à la main, vous pouvez partir du même filet de saumon, vous n'en aurez pas du tout la même perception gustative. Pourquoi? Parce que l'un sera plus fin, le gras effectivement va ressortir lors de la dégustation lorsque vous allez venir le croquer. Et au même titre, on va faire également d'autres préparations comme ce que l'on appelle nous le cœur de saumon fumé, c'est-à-dire cette fois-ci, au lieu de trancher le saumon, on va venir sélectionner des parties beaucoup plus charnues, enfin ce qu'on appelle nous la partie noble du saumon, c'est-à-dire le dos de saumon. On va faire des tranches beaucoup plus épaisses. Rebelote, vous aurez encore une autre dégustation. Vous n'aurez pas du tout la même perception en bouche lorsque vous l'aurez mastiqué. Voilà un peu pour toutes les étapes de fumaison. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je vous montre un peu. Je ne sais pas si on voit. Je vous montre concrètement, en fait, ici, vous avez une tranche de saumon. Et vous voyez effectivement en finesse, on voit effectivement le clair de l'assiette. Et à côté, je vous ai mis un autre produit, c'est exactement issu du même filet. En fait, vous avez donc ce qu'on appelle, nous, le cœur de saumon. Donc là, sur des parties beaucoup plus charnues. Et pour le coup, deux produits issus effectivement du même filet vont avoir une perception gustative très différente. Et là, effectivement, on rejoint ce que tu pouvais dire, effectivement, Gabriel, sur le fait qu'il y a l'odeur et il y a l'approche gustative, effectivement, lors de la mastication, en fait. Ça se voit très bien, la couleur, l'intensité de la couleur. Oui, on voit effectivement une couleur beaucoup plus claire. Alors que d'un côté, effectivement, un côté beaucoup plus marquant. Très beau. Voilà. Merci. Donc, j'espère avoir répondu effectivement à toutes les questions concernant sur la transformation du poisson fumé. C'est valable, bien entendu, pour le poisson, pour le saumon. Alors, on a également d'autres poissons qui se transforment. Concrètement, pour notre part, on va travailler tout ce qui est saumon, truite. On travaille également des poissons bleus, tout ce qui est thon, marlin, espadon. On va avoir les poissons pélagiques, tout ce qui est hareng, bien entendu, très, très connu, beaucoup plus fort généralement parce qu'il y a le côté un peu salé du hareng. Et enfin, vous avez aussi d'autres produits qui, pour le coup, je vous ai parlé de fumaison à froid, donc qui s'applique pour tout ce qui est saumon, truite. Mais par exemple, nous, on travaille également de l'esturgeon, de l'anguille, de la noix de Saint-Jacques. Et concrètement, là, par contre, on va être sur des fumaisons à chaud. Pourquoi? Parce que sinon, par exemple, si je prends l'anguille, on aurait un côté très croquant, pas agréable à la dégustation. Et en fait, il faut venir la cuire en même temps qu'on procède à la fumaison. Alors attention, on aura un résultat complètement différent entre le fait de cuire et de fumer après ou de fumer et de cuire après. Non, c'est vraiment la combinaison des deux, c'est-à-dire on fume tout en montant en température. Donc là, c'est effectivement une gestion de foyer de telle sorte qu'on puisse effectivement avoir 70 degrés dans l'enceinte. Voilà pour tous les différents types de fumaison de poisson aujourd'hui que l'on propose par chez nous. Et avant qu'on prenne des questions de l'audience, moi j'avais une question à te poser, entre guillemets, Nicolas. Tu l'as dit plusieurs fois, c'est important qu'il n'y ait pas d'eau,
pour que le gras soit plus concentré de manière relative dans le poisson. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte aussi, c'est que les arômes fumés, mais que ce soit les arômes en général, c'est des composés chimiques qui aiment le gras. C'est dans le gras que se stockent les arômes. Ils se stockent très peu dans l'eau. Et donc, plus la matière que je vais fumer est grasse, plus je vais pouvoir stocker d'arômes fumés. C'est pour ça que le saumon fumé, par exemple, ça se fume très bien parce que c'est très riche en gras, le maquereau aussi. On fume moins, par exemple, un bar, par exemple, parce que le Un bar, poisson blanc, c'est pas approprié à la fumaison. voilà. Ouais. Et les légumes, c'est difficile de fumer ces choses-là. Donc souvent, on force le fumage et on a des fumages qui sont presque de la carbonisation. Donc le gras, c'est la clé du goût. En tout cas, c'est la clé en tout cas du stockage des arômes fumés. Et préserver ce gras et réussir à empêcher qu'il y ait de l'eau en surface, empêcher qu'il y ait de l'eau, que le saumon soit trop chargé en eau, c'est la clé pour pouvoir avoir une bonne qualité de fumage. Alors peut-être qu'il y a des questions sur les différentes étapes. Oui, alors du coup, on a eu des questions notamment dans le chat, la conversation, donc je vais vous les remonter. Il y avait une première question concernant le sel utilisé. Et la question est donc d'où vient le sel et quel type de sel? Alors, pour notre part, nous, on va utiliser du gros sel de mer. Donc, nous, on est sur du gros sel de Guérande pour notre référentiel biologique. Et on travaille également avec du gros sel de Camargue. Et en fait, concrètement, dans les applications, vous avez, donc comme je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent aujourd'hui avec du sel fin. Alors, là aussi, hein, dans le sel fin, vous avez essentiellement du sel de mine hein, qui vient pour la grosse majorité effectivement de Lorraine. Ou alors, vous pouvez avoir effectivement du sel fin issu en fait de gros sel de mer. C'est juste effectivement le fait d'être plus ou moins raffiné. C'est un choix budgétaire. Choisir le sel fin par rapport à du gros sel. Alors, bien entendu, par rapport à Guérande, on peut comprendre que le prix au kilo est supérieur. C'est quoi la justification en fait d'utilisation du fin plutôt que du gros sel? Alors, pour notre part, nous, on n'utilise que du gros sel. De leur part, pourquoi du sel fin? Alors, ils peuvent gagner, en fait, ils gagnent du temps. Parce qu'en fait, concrètement, pour nous, lorsqu'on va venir saler au gros sel, on va avoir une phase de maturation derrière de plus de 24 heures. Celui qui va employer du sel fin, concrètement, au bout de 6 heures, son saumon est salé. Donc, il va venir le dessaler parce qu'en fait, la pénétration est beaucoup plus rapide. Enfin, aussi, celui qui va utiliser du sel fin, il va aussi éventuellement se passer d'une tâche manuelle. C'est-à-dire que celui qui va employer du sel fin, il va en fait faire passer, alors je ne sais pas si on voit, son saumon à travers des palpeurs. Et à travers les palpeurs, ça va pouvoir libérer la dose de sel fin appropriée tout le long du saumon. Alors que par exemple sur du gros sel, bah, concrètement, il n'y a que la main de l'homme qui peut, enfin, en tout cas chez nous, on va venir le répartir à la main. Question subsidiaire justement par rapport au sel. C'est quoi la quantité de, alors, je sais pas, de kilos, de tonnes, mais je pense pas de tonnes, mais que vous utilisez en fait à l'année? En fût, on est en tonnes quand même. Pardon? Que l'on utilise ou que la répartition sur un saumon? Vous utilisez en fait, vous répartissiez sur le saumon. Je présume que c'est un peu le. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Alors, concrètement, nous, notre objectif déjà final, parce que notre objectif final, c'est d'avoir un saumon qui est entre 2,8 et 3,4 en pourcentage de sel. Ce n'est pas si élevé que ça, parce qu'effectivement, souvent, je vous dis, chez plusieurs autres acteurs, on va plus friser le 4%. L'avantage pour eux, c'est que voilà, ils ont une méthode, enfin, ils ont une conservation plus longue. Mais le problème, c'est que ça donne un produit beaucoup trop salé à la dégustation. Maintenant, en quantité, quand nous, on vise le 3%, ça veut dire qu'on va en mettre 5 à 5,5% dessus. Une autre question qui est arrivée dans la conversation, qui est justement par rapport aux produits qui sont possibles de fumer. Et la question est si vous pensez à fumer d'autres produits et à élargir la gamme avec notamment des épices, du fromage, des champignons, de l'huile. Pour notre part, en fait, notre problématique, ça va être plus le côté HACCP. C'est-à-dire que nous, en fait, comme on est dans un système, un atelier agroalimentaire, en fait,
qui dit légumes, qui dit par exemple fromage ou viande, en fait, concrètement, on pourrait l'imaginer, mais bien entendu, ça complexifie tout notre circuit de circulation en fait de nos marchandises. Donc, ça serait relativement complexe chez nous. Maintenant, effectivement, on a déjà, enfin, nous, on fait par exemple du sel fumé, on fait des œufs de poisson fumés. Et ça marche plutôt bien, mais là aussi, il faut une parfaite maîtrise parce que l'œuf de poisson, c'est relativement délicat à fumer. Je ne vous ai pas parlé d'un produit phare que l'on connaît bien, hein, c'est l'œuf de cabillaud fumé, qui est un des produits qui est transformé chez nous. Et en fait, nous, donc l'œuf de cabillaud fumé, on va le retrouver dans nos recettes de tarama. Concrètement, on est parmi les rares fabricants à fumer par nous-mêmes nos œufs pour ensuite, effectivement, l'émulsionner en tarama. Parce que bien souvent, en fait, le tarama qu'on retrouve dans le commerce est issu en fait d'œufs de cabillaud qui ont été simplement séchés, voire fumés, mais souvent avec directement depuis les bateaux de pêche. Est-ce que Nicolas, justement, tu pourrais nous parler de cette mauvaise pratique qu'il y a malheureusement beaucoup dans l'agroalimentaire industriel, du fameux liquid smoke, c'est-à-dire de la fumée liquide, qu'on pourrait ajouter facilement à du tarama pour faire un goût fumé. Comment ça marche et comment on le détecte? Alors, comment ça marche? Je peux à peine en parler parce qu'en fin de compte, moi-même, enfin nous, on s'est tellement refusé à tout ça que je ne vois pas trop comment ils procèdent. Maintenant, effectivement, on le retrouve effectivement assez fréquemment. Alors, ça fait le bonheur des assureurs parce que pour eux, ils se disent il n'y a pas de fumée, enfin, il n'y a pas de feu, donc il n'y a pas de risque d'incendie dans une usine. Mais concrètement, on va venir remplacer le goût fumé par un substitut liquide avec un goût fumé, mais qui n'est qu'une pâle copie. On ne retrouve pas du tout le bouquet aromatique que l'on peut avoir effectivement avec une fumée naturelle. Concrètement, on le retrouve souvent sur des produits plus intermédiaires, c'est-à-dire que je le vois de moins en moins sur un produit fini, sur un saumon fumé fini, je vois de moins en moins quand même de pratiques de ce genre. Par contre, effectivement, par exemple, sur un produit comme le tarama, beaucoup d'œufs de cabillaud vont être fumés de cette façon. Alors, d'un point de vue réglementaire, il y a un moyen d'en faire la différence. Concrètement, c'est en termes d'appellation. Le fait que nous, on fasse une combustion, en fait, sur un produit alimentaire, on va pouvoir parler de saumon fumé par une combustion de bois de hêtre. A contrario, celui qui utilise de la fumée liquide va mettre saumon fumé au bois de hêtre. Vous à moi, il n'y a aucun consommateur qui a notion de cette nuance. Donc concrètement, malheureusement, le consommateur ne peut que s'y perdre. Et c'est vrai que nous, on est pour le fait qu'effectivement, il puisse y avoir une réglementation plus ferme là-dessus et à un moment donné, de devoir déclarer de la fumée liquide. Concrètement, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de la fumée comme un ingrédient. Et c'est marrant parce que, par exemple, les Anglais, eux, dans leur liste d'ingrédients, rajoutent systématiquement la fumée comme un ingrédient, alors qu'en France, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, en fait, l'industriel n'a pas pour obligation de stipuler que l'emploi de fumée liquide, non. Ouais. Non. Après, je vais vous dire, hein, on ne s'y trompe pas. Hein. Vous le goûtez une fois, vous allez vite comprendre. Enfin, le tout, c'est qu'effectivement, on trompe un peu le consommateur. Enfin, il y a de quoi se sentir trompé, mais c'est vrai qu'à la dégustation, de vous à moi, ça fait un produit c'est juste le jour et la nuit. Hein. C'est complètement différent en termes de perception que ce que l'on peut avoir effectivement sur une fumaison traditionnelle. Pour faire une vilaine sauce barbecue, c'est parfait, mais voilà, c'est pas la même chose. Ouais. Mais bon, c'est toujours aussi une histoire de prix. Hein. Enfin, à un moment donné, on est sur, on voit bien effectivement les deltas de prix que l'on peut avoir des fois sur un saumon fumé entre un saumon d'entrée de gamme et puis un saumon effectivement à plus forte valeur ajoutée. Bah, concrètement, la différence, elle est là. Elle est sur la méthodologie, sur la main-d'œuvre, sur le temps que l'on a mis pour pouvoir réaliser effectivement un bon saumon fumé. Et concrètement, nous, il n'y a pas de secret. Un bon saumon fumé, c'est des pratiques et c'est le temps nécessaire effectivement pour obtenir un bon saumon fumé. Il y a une étape que tu as mentionnée qui paraît extrêmement importante, c'est celle de la maturation post-fumage.
tu as dit que ça durait plusieurs jours, 3-4 jours, c'est ça? 3-4 jours, ouais. 3-4 jours. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire prolonger cette maturation comme on le fait pour un vieux jambon? Est-ce qu'on pourrait faire maturer des saumons fumés pendant plusieurs semaines? Alors, je le fais sur un produit que concrètement, on est les seuls à le proposer. On a proposé en fait dans le groupe Petrosian ce qu'on appelle le Suoi, qui est un saumon séché et fumé pendant plus de 2 mois. 2 mois. Mais si par exemple je prenais un simple saumon qui resterait entre guillemets en maturation, malheureusement, il commencerait, malgré tout, il y aurait quand même un vieillissement, il y aurait des bactéries, etc. En fait, nous, pour pouvoir aller jusqu'à ce stade-là, en fait, il faut pouvoir le sécher, le refumer, etc. Et c'est une multiplication des étapes qui fait qu'on arrive effectivement à avoir un produit beaucoup plus sec. Hein. On est proche de la dégustation comme un patané gras, hein, de saumon. Et c'est vrai qu'on a créé comme ça un produit beaucoup plus maturé, beaucoup plus sec. Je pensais derrière ça à un produit qui est très traditionnel au Japon, c'est la bonite séchée, voilà, exactement, qui est fumée. L'objet devient dur comme de la pierre, et après on le râpe finement, comme un parmesan presque. Mais ça apporte une dimension de saveur qui est tellement magnifique. Et je me disais, mais peut-être qu'en France, on a aussi ce savoir-faire. Et ben, en fait, pour tout te dire, ça fait 2 ans qu'on a développé effectivement ce qu'on appelle, nous, le jajik. Voilà, ça, c'est un terme effectivement maison. Donc, le jajik, c'est vendu en Petrosian. Et en fait, c'est un katsuobushi en fait, de saumon fumé. Wow. Et en fait, sur le principe, c'est qu'en fait, on est sur une version très, très asséchée, très, très fumée du saumon et qu'on a râpé. Et on a effectivement ces filaments comme le katsuobushi effectivement typique issu de la bonite et du thon. Magnifique. Mais c'est vrai qu'en fumaison, sur le travail de la fumée, il y a plein de possibilités. Plein de possibilités. Moi, j'avais une question et ça fait une parfaite transition justement. Il était question justement de conservation des aliments un petit peu et même peut-être de sécurité même alimentaire au niveau de l'hygiène du fait de ce procédé-là. Est-ce que c'est le salage qui fait que ça se conserve et que ça sécurise l'aliment? Est-ce que c'est la fumaison ou est-ce que c'est la combinaison des deux? Est-ce que ce sera un séchage par la suite? Quel est l'élément qui protège un petit peu et qui fait durer le produit dans la durée? Concrètement, c'est la combinaison des trois. Je rajouterai effectivement le séchage. Donc, en fait, vous avez le salage, séchage et fumaison. C'est vraiment la combinaison des trois qui permet effectivement de garantir la conservation d'un saumon. C'est d'ailleurs un peu la difficulté. Par exemple, si on prend une recette, on entend souvent parler du saumon gravlax. Il faut s'imaginer, alors des fois, beaucoup d'industriels essayent de sortir un saumon fumé en apposant cette dénomination gravlax, ce qui est interdit, puisque le gravlax, concrètement, c'est bien spécifié que c'est sur la base d'un saumon cru et non pas fumé. Et c'est vrai que c'est un peu la problématique du saumon gravlax, c'est que, en fait, sans la fumaison, bien entendu, vous ne pouvez pas avoir des durées de vie aussi longues que sur un saumon fumé. Donc, sur un saumon gravlax, pour notre part, on en propose un. La seule étape qu'on rajoute, nous, c'est le séchage qui nous permet effectivement de rallonger, parce que sans séchage, concrètement, je serais à 3-4 jours. Avec du séchage, on peut ramener jusqu'à une quinzaine de jours. Et puis en fumaison, on est entre 21 et 26 jours. Sachant qu'en plus, dans le gravlax, tu mets du sucre. Oui, il y a le sucre, il y a de la nette, c'est plus du tout le même produit. Il va apporter un terrain pour que les bactéries se développent aussi. Donc en plus. Il faut vraiment pas faire attention. Très bien. On a une question également dans la conversation concernant les accords mets-vins, de ce que vous pourriez du coup suggérer pour accorder le goût fumé des poissons avec du vin blanc, du rouge, du rosé, des bulles, des cépages peut-être en particulier, même voire des spiritueux, ou si vous aviez vous, d'un côté comme de l'autre, hein, Gabriel ou Nicolas, mais déjà tester des accords un petit peu insolites justement pour accorder et accompagner un poisson fumé. Moi, j'avais une diapositive là-dessus. Si tu me libères le partage d'écran, Nicolas, je vais reprendre. Hop, c'est bon. C'est aussi pour faire écho à tout ce dont on a parlé. Le saumon, il a vraiment ça de fabuleux qui parle finalement à beaucoup de nos sens. On a parlé de l'aromatique, ortho et rétronasal, on a parlé des textures. Et ça, tu nous l'as bien dit, Nicolas, le type de tranchage peut être décisif.
au même titre que la maturation, clairement. Pour aller sur les éléments plus gustatifs, donc on est au niveau des saveurs. Ce qui peut être, ce qu'on comprend assez facilement avec le saumon, c'est amusez-vous à prendre une tranche, puis 2 tranches, puis 3 tranches, puis 4 tranches. Vous allez voir qu'à un moment, vous allez commencer à saturer. Et c'est ce phénomène de saturation qu'on veut essayer de contrebalancer par les accords. L'accord, il peut être harmonieux parce qu'il y a des accords dont je parlais avant, des accords de type des ingrédients qui partagent des éléments en commun se marient bien. Mais parfois, il y a aussi des accords d'opposition qui sont très efficaces parce que voilà, on est saturé en bouche par le gras du poisson, par exemple. Qu'est-ce qui peut contrebalancer le gras du poisson? Ça peut être notamment l'acidité sur des acides un peu mordants, qui peuvent être un peu astringents, qui peuvent contrebalancer le gras. L'acidité aussi peut diminuer le goût salé. Alors, ça, c'est peut-être vrai pour les saumons trop salés qui ont été injectés de saumure, donc il faut essayer de neutraliser un peu cette sensation salée un peu trop agressive. Et puis sur le gras, on sait traditionnellement que quand on prend un objet très gras, je vais dériver sur un autre exemple gastronomique français typiquement de saison. Quand vous prenez un gros cassoulet du sud-ouest par exemple, souvent on a tendance à le marier plus avec des vins tanniques parce que le tanin d'un vin, et ça peut être d'un vin blanc ou d'un vin rouge, peuvent réussir à casser ce film de gras qui peut se déposer en bouche suite à une consommation répétée, renouvelée d'une nourriture grasse. Et donc souvent, dans différentes cultures, c'est vrai en France, par exemple, le vin tannique avec un plat gras, mais si vous allez au Japon ou si vous allez en Asie, on va servir des poissons gras avec des thés un peu astringents, où l'astringent va réussir à casser ce film salivaire un peu saturant en bouche et nous permettre de renouveler une salive pour avoir plus de confort de bouche. Donc il faut aller chercher des objets astringents pour l'opposition. Avec le gras aussi, tout ce qui est un peu piquant, irritant, va réussir à dynamiser un peu une texture de bouche et une onctuosité qui est un peu molle et saturante. Et alors moi, si je devais chercher un accord évident, il faut aller chercher effectivement des objets qui sont un peu acides et qui ont un peu d'astringence. Les vins, pour ça, sont fantastiques. Les vins blancs, un peu plus que les vins rouges. Et en partie, si on choisit des vins blancs, essayez de chercher des vins blancs qui ont une petite astringence. Ma préférence irait sur des chenins de l'Anjou noir, par exemple, où grâce au schiste, on a quelque chose qui est un peu plus marqué sur l'astringence par rapport à des régions comme Saumur-Vouvray, Montlouis. Et si on veut aller chercher aussi des astringences, chercher dans le thé. Le thé, vraiment, a là-dessus beaucoup de choses à travailler. Et si on veut rester sur des accords aromatiques tout en opposition avec l'astringent, vous prenez un thé un peu fumé, un Lapsang Souchong par exemple, et vous allez avoir des accords qui sont décisifs. Attention de prendre des thés pas trop forts en fumage. Ça, Nicolas l'a bien dit, on ne peut pas servir un saumon qui a été fumé très doucement et délicatement avec du bois de hêtre sur un thé qui aurait été fumé sauvagement avec du sapin, par exemple. Donc il faut essayer de trouver un accord où les deux, il y a un fil conducteur entre les deux, mais qu'il n'y a pas de changement d'intensité trop dans l'équilibre. Juste une parenthèse sur pourquoi les vins rouges peuvent parfois faire un gros échec sur le poisson. Il y a une raison à ça, c'est que dans les vins rouges, on retrouve davantage de concentration de certains métaux, en particulier le fer. Et le fer a une tendance particulière, c'est que le fer il peut induire des réactions d'oxydation des acides gras, en particulier les acides gras du saumon et du poisson gras, et dégager des goûts qui sont pas du tout agréables, qui sont ce qu'on appelle parfois des goûts métalliques. Alors je mets des guillemets entre métalliques. Vous avez peut-être fait cette expérience-là. Mettez un vin rouge sur un poisson, vous avez un goût vraiment bizarre, un goût métallique, on va appeler ça comme ça. En fait, le goût métallique, il n'est pas issu du poisson, il n'est pas issu du vin, il est issu en fait du fer qui est contenu dans le vin rouge, qui va réagir avec les acides gras du poisson et libérer des composés aromatiques qui vont être pas du tout agréables, qui vont être plutôt désagréables. Ça, vous pouvez faire l'expérience si vous goûtez un morceau de fer, par exemple, vous goûtez quelque chose qui contient du fer, qui contient en particulier du fer sous forme Fe2+, vous allez avoir un goût métallique en bouche qui disparaît si vous bouchez le nez. Ce goût métallique, il est purement aromatique et il est issu vraiment d'une réaction d'oxydation des acides gras. Donc attention avec les poissons gras. Certes, c'est les meilleurs pour être bien fumés, mais attention, c'est des poissons qui, de par leur composition, sont incompatibles avec des vins qui contiennent beaucoup de fer. Et donc les vins rouges très tanniques
sont à proscrire clairement sur les saumons. Ce type-là, il faut plutôt préférer les vins blancs qui sont moins riches en tanins et du coup qui vont avoir beaucoup moins de fer et qui vont, s'ils conservent un petit peu l'astringence, être de fantastiques éléments partenaires pour la dégustation. Et par exemple, Gabriel, nous, des fois, on suggère effectivement de partir sur des pétillants, sur champagne. Très bien, les bulles, c'est une très bonne idée parce que la bulle, par ce côté décapant, le mot est possible dans la bouche. Pour notre objectif, effectivement, c'est ça. Ouais. Et va réussir à libérer ta bouche et va aussi, par l'acidité de la bulle, que ce soit une bulle de Loire ou une bulle de Champagne, va réussir à renouveler ta salivation et apporter un confort de bouche qui va te mettre en pleine disposition pour prendre une deuxième ou une troisième tranche de saumon. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de trouver un contre-pied à une saveur, une texture qui peut être saturante. Et le gras, c'est notre ami et notre ennemi à la fois. Trop de gras, on sature, et donc on a besoin de respiration. Et la bulle, au même titre que les tanins d'un thé, sont une forme de respiration dans la dégustation. C'est vraiment ça que ça va apporter. Moi, j'avais une question. D'une part, un grand merci pour vos deux interventions qui étaient, je trouve, passionnantes et qui vont certainement très intéresser à la fois nos étudiants et nos apprentis, que ce soit de l'ESA, de la Chambre ou de l'université. Moi, j'avais simplement une question sur est-ce que le principe de fumaison, que ce soit en France ou à l'étranger, mais bon, restons sur la France, est-ce que c'est une évolution positive ou est-ce que ça stagne ou est-ce que ça régresse? Est-ce que la cuisine, est-ce qu'on utilise de plus en plus le principe de fumaison en cuisine? Voilà. Alors, à la fois à titre personnel dans les familles, mais surtout à titre professionnel dans les restaurants. Est-ce que vous avez quelques indications C'est un petit peu, en fait, sur une partie industrielle, bon, malheureusement, je vois de temps en temps plus le sens négatif de la chose, c'est-à-dire que on est plus sur le fait de raccourcir effectivement les temps de process. Et malheureusement, sur des gros industriels dont je tairai le nom, généralement, on est plus à essayer d'économiser du temps. Et donc, malheureusement, le produit en souffre. Ça, c'est effectivement ce que je vois au jour d'aujourd'hui sur j'oserais dire, un saumon fumé industriel. Maintenant, on a vu de plus en plus à la fois de petits fumeurs, c'est un métier qui revient. Donc, on voit effectivement de plus en plus de petits artisans fumeurs qui se relancent dans la fumaison de poisson, mais aussi de viande, on le voit. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce que voilà, c'est aussi de redonner une dimension traditionnelle sur la fumaison et ne pas simplement se focaliser sur l'idée d'un saumon fumé que l'on aura pu connaître d'un produit acheté en grande surface. Ça, c'est intéressant et donc ça, je trouve que ça tire quand même le produit vers le haut. Et puis souvent, un petit artisan va essayer plein de choses et puis on est davantage à se soucier effectivement des méthodes de fabrication. Et enfin, effectivement, on a vu de plus en plus de cuisiniers dans les cuisines. Ça se fait de plus en plus de fumer par soi-même son saumon. À ceci près, c'est que bon, il ne faut pas oublier qu'entre ce qu'on est capable de faire dans une cuisine où on va fumer son saumon pour normalement un service qui a lieu, c'est difficile des fois de se projeter dans une semaine et demie pour son service. Donc souvent, en fait, on va se dire oui, on va faire un saumon fumé, mais finalement, on l'aura fait en une journée ou deux parce que c'est pour le service du week-end. Et finalement, ça en fera peut-être pas un super saumon parce que malheureusement, on n'a peut-être pas non plus tous les équipements pour la partie séchage et puis toute cette connaissance en termes de maturation et les capacités de pouvoir laisser de stocker et de laisser maturer un produit. Donc des fois, c'est vrai que moi, personnellement, je suis toujours j'ai la fâcheuse tendance, quand je vais au resto, de choisir le saumon fumé à chaque fois parce que je suis très curieux de voir un peu la façon dont il a été travaillé. Et souvent, en fait, je vais en découvrir les défauts d'un manque de séchage, d'un manque de fumaison parce que je sais pertinemment qu'ils n'avaient pas forcément ni les équipements ni le temps pour pouvoir laisser maturer gentiment le saumon et en obtenir toutes ses qualités. Et puis pour ajouter le propos de Nicolas, attention, travailler la fumée, c'est dangereux. Il faut être équipé. Il ne faut pas croire que ça se fait comme ça tout seul dans sa cuisine. C'est potentiellement beaucoup de risques. Donc il faut vraiment bien maîtriser l'idée et ce qu'on veut faire en termes de qu'est-ce qu'on veut faire fumer et où est-ce qu'on le fait fumer, dans quel récipient, etc. Pour pas que ça dégénère.
Donc, vraiment attention, on réfléchit bien avant de commencer à fumer et de se prendre pour un artisan fumeur. C'est un métier, c'est pas un hobby. Sylvain, vous êtes mute. Excusez-moi. Non, j'allais dire aussi, pourtant les fumoirs sont de plus en plus accessibles. Vous allez dans les coopératives en bord de mer, vous en trouvez je dirais, à tous les prix. Mais après, effectivement, alors oui, c'est de plus en plus accessible. Souvent, en fait, vous avez des fumoirs. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a déjà une complexité, c'est le fait notamment de faire de la fumaison à froid. Souvent, sur les fumoirs, en fait, relativement accessibles en termes de prix pour un particulier, par exemple, concrètement, on n'est ni plus ni moins sur un tiroir avec, où on peut venir y verser sa sciure, l'embraser, et puis on met ses saumons dessus. Sauf qu'à la difficulté près, c'est qu'en fait, pour en maîtriser la température, c'est quasiment impossible. Et souvent, alors oui, le particulier va être très content de ce qu'il a fait, parce qu'on est toujours très content de ce qu'on fait. Mais finalement, on va avoir plus un saumon qui aurait été presque fumé à chaud, pas avec une parfaite maîtrise. Mais au final, autour de la table, tout le monde dira qu'il est bon, parce que c'est normal, on l'a fait de soi-même. Donc après, moi, je ne suis pas contre ça, au contraire, moi, je trouve ça intéressant et marrant. Mais c'est vrai qu'on n'aura jamais la même qualité qu'un saumon que nous, on peut sortir de notre côté. Voilà. Ça peut être effectivement la dernière question pour clôturer, qu'il s'agissait effectivement vraiment d'un métier. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques justement pour devenir artisan fumeur? Comment est-ce qu'on fait pour, si on veut se lancer dans cette voie? Eh ben, concrètement, en fait, nous, on est sur un savoir-faire qui se transmet dans la société. Concrètement, moi-même, j'ai appris effectivement de mon ancien dirigeant qui lui-même était acteur dans la société depuis plus de 30 ans. Moi, j'en suis rendu à ma 20e année ici et je continue aussi à le transmettre à nos salariés aussi. Et hormis effectivement dans nos entreprises où on a une transmission du savoir, bon, je ne vois pas spécialement actuellement d'école ou en tout cas de formation précise sur la fumaison. Maintenant, la preuve en est, puisque effectivement, le campus de la gastronomie, vous mettez en avant cette thématique et c'est très bien. C'est que l'idée, c'est qu'effectivement, de pouvoir éveiller la curiosité sur la fumaison, de comprendre que ce n'est pas simplement faire brûler du bois et mettre un produit au-dessus, c'est pas du tout ça, et c'est beaucoup plus complexe, qu'il y a des saveurs qui sont très complexes, et c'est vrai que c'est un métier qui prend du temps aussi à découvrir, parce que c'est aussi beaucoup d'essais, c'est beaucoup, enfin, faut pas, on reproduit des techniques traditionnelles, mais concrètement, voilà, faut toujours essayer, aller un peu plus loin, voilà. Mais c'est là, c'était quand on a eu en fait cette idée de thématique pour ce webinaire sur la fumaison, c'était aussi un contre-pied au référentiel de formation, que ce soit sur des CAP, sur des bacs, même maintenant, on a mis en place en fait une licence cuisine et gastronomie. Et en fait, on n'aborde pas la fumaison. On ne pratique pas la fumaison. Alors effectivement, il faut bien entendu avoir le matériel pour pouvoir pratiquer, soit, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu, alors que c'est quand même à la fois un savoir-faire qui est assez exceptionnel, et ça permet en fait de sortir des produits qui sont tout aussi exceptionnels. Et puis surtout aussi une technique de conservation. Ça reste une des aussi. techniques de conservation, hormis le froid. C'est une des rares techniques de conservation aujourd'hui avec la salaison, qui nous permettent effectivement d'avoir une conservation de nos produits. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant, mais bon, c'est peut-être effectivement ce qui pêche aujourd'hui dans des référentiels effectivement de CAP ou de connaissances en cuisine. Oui, tout à fait. Donc, nous allons proposer en fait des formations continues de 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Non, mais il y a de quoi faire, si vous voulez. Je peux être un terrain d'essai, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. De toute façon, je vois que vous êtes en contact avec nous. Oui, exactement. Parce que vous voyez, nous-mêmes, on forme aussi nos salariés. Mais c'est vrai qu'on est dans des métiers où concrètement, nous, dans nos effectifs, je ne compte pas j'ai pas de poissonnier chez nous. J'ai personne qui était spécialement prédestiné à travailler dans le saumon fumé. Moi-même, même si issu de l'agroalimentaire, en tout cas, c'est un métier que j'ai découvert, c'est un produit que j'ai découvert, pour lequel on a une passion, parce que c'est vraiment très passionnant, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce métier. Et concrètement, nous, on voit bien au niveau de nos effectifs, voilà, ça a été une formation purement maison et une transmission de savoir-faire. Super.
Bien, un grand merci. Merci Gaëlle, aussi. si vous voulez conclure? Oui, bah, je réitère effectivement les remerciements pour ces interventions passionnantes. Et effectivement, pour les participants, il y aura d'autres événements du coup dans le genre. Donc, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux ou même à aller voir de temps en temps sur le site internet pour voir les événements également qu'on peut proposer autour de la gastronomie. Alors, ce webinaire, peut-être rappelé, sera disponible bientôt sur YouTube. Hein, Oui, donc, tout à fait. et on le fera passer en boucle et en boucle auprès de nos étudiants et nos apprentis. Le prochain Fumaison, on webinaire, n'aura plus ce de sera secret pour eux, là. Pardon? La fumaison, on n'aura plus de secret pour eux, là. J'espère bien. J'espère bien, là. Et le prochain webinaire, ça sera sur l'asperge. D'accord. Ça se fume pas? Bah, on pourrait imaginer. Mais le problème, l'asperge, c'est comme disait Gabriel, c'est gorgé d'eau. Donc, faut essayer. Faut essayer. Ok. Bon, en tous les cas, un grand merci à vous deux, hein, Gabriel et vous, Monsieur Vance, et au plaisir de vous revoir et de vous rencontrer. Et Un grand merci merci aussi, pour votre oui, participation. Gabriel, parce que c'est très intéressant, effectivement, cette vision que tu as, effectivement, scientifique sur l'esprit. Bah, mine de rien, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses et effectivement, de mettre des mots et une explication scientifique sur des fois des appréciations et des avis que l'on peut avoir. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Merci à toi aussi. À très bientôt. Merci À très beaucoup. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.